Bonsoir à tous, bienvenue sur vos chaînes locales sénégalaises, télévision Fulbe International. Depuis un moment, l'Afrique de l'Ouest se heurte à des crises politiques et institutionnelles, suite à l'avènement des coups d'État intervenus dans ces pays respectifs, en l'occurrence le Mali, le Niger, le Burkina Faso et celui de la Guinée, où le général Mamadi Doumbouya a pris le pouvoir le 5 septembre 2021 en évinçant l'ex-président Alpha Condé au pouvoir. Dès lors, on se pose la question, est-ce que Mamadi Doumbouya va-t-il respecter son engagement initialement pris en disant qu'il va organiser des élections présidentielle le 31 décembre 2024 et justement pour cette raison, puisqu'il n'a pas à respecter cet engagement-là, est-ce que les Guinéens doivent-ils lui porter confiance? Est-ce qu'il est légitime pour conduire justement la destinée de la nation? Et pour répondre à cette question, justement, je laisse le soin à ma consoeur de présenter ces trois invités très importants. Et nous recevons trois invités importants, comme M. Ibrahim Diallo, Air Afrique, chargé des affaires extérieures de l'ARMEG, et M. Alpha Amadou Baldé, président du mouvement citoyen Wandon, ainsi que M. Idrissa Ba, ingénieur, pour ce débat. Alors, monsieur Diallo, Air Afrique, merci de répondre à notre invitation. Monsieur Baldé également, merci de répondre à notre invitation sur le plateau de cette trois télévisions locales. Et monsieur Idrissa Ba, merci également de répondre à notre invitation. Alors, vous avez entendu tout de suite là, à l'entame de mes propos, les coups d'État qui sont intervenus dans ces trois pays, et aussi celui de la Guinée. Suite à l'intervention, à l'avènement de ces coups d'État, quelle a été votre appréciation là-dessus? Donc, merci M. Cissé pour cette question où nous faisons la situation de la sous-région. Effectivement, il y a eu plusieurs coups d'État où nous pensons que les populations ont estimé que les dirigeants avaient fait de mauvaises gestions qui a occasionné ces coups d'État, particulièrement en Guinée où il y avait cette velléité de l'ancien régime du président Alpha Condé qui aspirait à un troisième mandat, chose qui a poussé une partie de l'armée à prendre le pouvoir. Et cette prise de pouvoir a été appréciée par un certain nombre de Guinéens. Mais elle a découlé d'un certain nombre d'engagements et de promesses qui aujourd'hui posent problème. Donc, alors justement, monsieur Diallo, pourquoi les intellectuels, les élites guinéennes ont applaudi dès la prise de pouvoir le 5 septembre 2021? Oui, c'est la crainte du troisième mandat, la crainte de la dictature. Je pense que c'est ce qui a fait que les populations dans leur ensemble, hein, pas seulement les intellectuels, ont apprécié la rupture du processus que M. Alpha Condé avait entamé. Donc, c'était normal que les gens apprécient cette situation. Malheureusement, depuis un certain temps, nous voyons que cette confiance s'est carrément érodée et nous sommes en train de vivre autre chose. Ce qui fait qu'aujourd'hui, tout le monde est inquiet par rapport à la nouvelle situation. Alors, quelle a été votre réaction, M. Baldé? Merci beaucoup, M. Cissé. Avant tout, laissez-moi présenter mes vœux les meilleurs de bonne année à tous nos compatriotes guinéens et à aussi la population sénégalaise. Et nous commencerons par le président de la République, le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye et toute la nation sénégalaise. Nous présentons aussi nos vœux les meilleurs au président Mamadi Doumbouya et à toute la nation guinéenne. Monsieur Cissé, le coup d'État
est intervenu en Guinée le 5 septembre 2021, un coup d'État qui a délivré le peuple de Guinée. Il faut savoir que nous avions vécu 11 ans, non, pas vraiment surpris, parce que c'était un coup d'État appelé par toutes les populations, ils l'ont appelé de tous leurs vœux, parce que M. Alpha Condé s'était résolu à imposer cette dictature en Guinée avec le non-respect des lois de la République et un troisième mandat qui lui était illégal. Donc c'est en soi une délivrance du peuple de Guinée. Et tout le monde l'a applaudi, la société civile, les politiques, tout le monde, tous les Guinéens ont applaudi ce coup d'État. À part peut-être ceux qui étaient dans le régime. C'était une délivrance. Donc il faut savoir que le 5 septembre, il y avait eu un espoir qui était venu. Bon, vous savez, quand on est délivré, on ne peut qu'exprimer sa joie. Si vous vous rappelez bien, en 1984, à l'avènement du CMNRN, du général Lansana Conté, et les prisonniers qui étaient délivrés du Camboiro, vous ne pouvez pas dire à ces gens de ne pas exprimer leur joie. Les intellectuels qui étaient là, qui étaient opprimés, emprisonnés, les personnes qui étaient exilées, vous ne pouvez pas dire à ces gens de ne pas exprimer leur joie, que vous soyez intellectuel ou pas. Donc avant tout, c'est une délivrance que le peuple de Guinée a eue le 5 septembre, et nous ne cesserons de remercier ces militaires pour nous avoir délivrés. Maintenant, la suite, ce qui s'est passé, ce qui est intervenu après, nous pouvons l'apprécier ici et aussi proposer des solutions par rapport aux différentes crises. Monsieur Ba, la survenance de ce coup d'État intervenu en Guinée, quelle a été votre réaction vue à partir du Sénégal? D'abord, je salue mes co-débatteurs, ceux qui sont invisibles avec les caméras qui nous donnent cette visibilité. Pour revenir à votre question, je me dois aussi de présenter mes vœux de bonheur, de santé au peuple sénégalais, à ses dirigeants qui ont quand même mis tout ce qu'il faut pour un environnement meilleur, pour qu'un Guinéen puisse évoluer ici. Aujourd'hui, si nous sommes sur ce plateau, je pense qu'il faut les rendre cet hommage. Maintenant, pour revenir à votre question, je ne pense pas que les idées peuvent converger vis-à-vis de cette réaction. Un coup d'État n'est jamais salutaire. Un coup d'État, je pense que c'est la dernière roue de la carrosse pour un pays qui se veut à la limite dans le champ de développement. Dire quelle fut ma réaction ici au Sénégal, mitigée. Mitigée parce que je n'avais aucune visibilité, encore moins de connaissances dans la politique guinéenne, que je ne suis pas beaucoup, et je suis apolitique, je le dis. Mais de l'autre côté, je vois mon jugement ou mon appréciation a été fondée sur le comportement de ceux qui l'ont vécu en interne. Et la joie exprimée, le peuple, la population guinéenne, la joie exprimée, les images que nous avons vues, l'attitude de ceux-là qui ont pris leur courage pour aller, disons, diminuer la souffrance du peuple. Par rapport... L'attitude des intellectuels? Non, je dis l'attitude de ceux qui ont pris le pouvoir actuellement, les militaires, comme vous le dites. Ils ont abrégé un peu la douleur ou la souffrance du peuple. Maintenant, c'est une question de bilan. Entre le jour où ils ont pris le pouvoir par leur courage, ils ont fait plaisir à ce peuple qui a jubilé, et à aujourd'hui, si nous voulons faire un bilan de parcours. Donc moi, je poserai cette question en termes de bilan de parcours. Oui. D'accord. Alors, moi, M. Idrissa Ba, la question que je vais vous poser, le président de la transition qui doit gérer des affaires courantes, a-t-il le droit de lancer de tels projets ambitieux? Simono 2040. Affirmatif, oui. C'est légitime parce que c'est un Guinéen à part entière. Seulement la différence, il porte une tenue.
Oui, c'est légitime, parce que c'est... Si vous me laissez m'expliquer, je vais vous dire pourquoi. Actuellement, jusqu'à preuve du contraire, je pense que c'est lui qui tient les rênes de la gouvernance. Il mène une politique en interne. Hormis eux qui portent les tenues, vous avez des civils, vous avez une administration guinéenne. Mais pour aller vers une démocratie, il y a un préalable. Est-ce que le Guinéen était prêt par rapport à la situation administrative du pays à aller vite en besogne? C'est ça la question qu'il faut se poser. Est-ce qu'il y avait des éléments qui permettaient, juste après la prise de pouvoir, de faire des élections? Est-ce qu'il y avait un recensement? Combien de Guinéens n'étaient même pas recensés, qui n'avaient même pas de pièce d'identité? Si vous jugez de vous-même en tant que journaliste, vous faites une petite investigation, vous verrez qu'il n'y a même pas 30% du travail qu'il faut faire pour qu'il y ait des élections fiables, transparentes et admissibles. Alors justement, sur cette question très importante, je vais pousser M. Diallo à réagir là-dessus. On a vu le général Mamadi Doumbouya, dès la prise de pouvoir, il a tout de suite organisé une concertation nationale auquel certains acteurs politiques ont participé et les recommandations qui en ont résulté n'ont pas été prises en compte, notamment le recensement à vocation d'état civil, le fichier électoral et la mise en place d'un organe électoral indépendant. Oui, effectivement, dès le lendemain de la prise de pouvoir, le CNRD, c'est comme ça qu'on les appelle, hein. Le CNRD, ils ont lancé des concertations. Alors, après un certain nombre de consultations, il a été ressorti une charte, la charte de la transition. Mais il se trouve que ceux qui ont été consultés n'ont pas participé à la rédaction de la charte. La charte que le CNRD a mis à la disposition de la Guinée et stipule un certain nombre de choses pour la gestion de l'État. Et le 2 octobre, non, le 1er octobre, Mamadi Doumbouya a prêté serment. Il a prêté serment pour jurer devant le peuple de Guinée un certain nombre de choses qu'il s'est engagé à réaliser. Alors, malheureusement, C'est de l'eau infinie, c'était pour la tenue de l'élection présidentielle. Oui, c'est ce que je suis en train de dire. La fin de la transition. C'est ce que je suis en train de dire. Parce que lors de la concertation, un certain nombre de coalitions ont fait des propositions. Il y en a qui avaient fait 11 ou 12 mois, d'autres 15, 16 mois, d'autres 24 mois. Mais du fait que les affaires de l'État sont gérées uniquement par le CNRD sans associer les partis politiques et la société civile, ils ont carrément refusé les propositions qui ont été faites. Ce qui fait que eux, ils ont pensé qu'ils peuvent gérer seuls, alors qu'ils n'ont aucune expérience de la gestion des affaires de l'État. Et cela a montré tout de suite leur volonté de duper. En réalité, c'était une volonté de duper et de tromper les gens. Ce qui a fait que, pour revenir aux élections, ils n'ont jamais été prêts à aller aux élections, jusqu'à présent. Alors, M. Badé, rapidement, une concertation, je ne sais pas comment vais-je l'appeler, un dialogue national a été tenu, au cours duquel des recommandations ont été faites, ce qui a été porté à la connaissance du général Mamadi Doumbouya. Est-ce que c'est un échec ou bien une réussite selon vous? La concertation, ce n'est pas un échec. C'est le recueil de différentes propositions issues de différentes entités. Et c'est ce recueil qui nous a permis d'avoir un certain nombre d'éléments pour rédiger non seulement la charte, mais aussi se fixer des objectifs. Et je rappelle que... D'abord, il faut savoir que la concertation a permis aux différentes entités de faire des propositions sur la durée de la transition. Il ne fallait pas s'attendre à ce que tout le monde soit d'accord sur la durée de la transition. Il y en a qui voulaient 1 mois, 6 mois, 1 an. Il y en a qui voulaient
2 ans, 3 ans, et ils ont dû prendre la moyenne. Et en fonction de ce qu'ils ont trouvé par rapport à l'état du pays, et le CNRD est l'organe qui décidait, l'organe suprême. Il nous a consultés, c'est eux qui ont pris le pouvoir par la force, ils nous ont libérés, et ils ont fixé à 36 mois. Le truc, le CNT l'a ramené, je crois, à 33 mois. Donc, nous avons une charte de la transition et je pense que tout le monde était unanime et content par rapport à cette charte. Parce que de manière générale, la charte nous donnait tous les éléments auxquels nous aspirions quant à la neutralité du CNRD dans la conduite des prochaines joutes électorales. Il s'était engagé à faire des élections de la base au sommet durant cette période. Donc, en ce qui concerne les concertations, je pense que c'était bien fait. Parce que du temps, si vous vous rappelez, quand le CNDD était venu au pouvoir, je ne pense pas qu'on a eu la chance d'être consulté. Alors, si le temps le permet, on va faire un peu d'historique. Alors, vous avez fait allusion des éléments tout de suite là. Tous les éléments étaient là voilà, pour que cela débouche sur la tenue d'une élection présidentielle. Mais cependant, on n'a rien vu. Je viens de les citer. Le recensement à vocation d'état civil, le fichier électoral, rien du tout. En fait, le RAVEC, effectivement, le RAVEC devait intervenir, c'est-à-dire les opérations du RAVEC devaient se tenir dans cet espace de temps. Et nous avions eu les communications en début de l'année 2024 par rapport au retard accumulé, les difficultés et aussi, comment dirais-je, le planning. Malheureusement, jusqu'à présent, le RAVEC n'a pas fini ses travaux. Ils sont en cours. Nous aurions aimé que cela finisse, franchement, et que l'on puisse aller vers des élections. Et sans fichier électoral, sans commission électorale, et nous ne pouvons pas aller vers des élections. Quand même, ils ont eu assez de temps, M. Baldé. 3 ans, quasiment 4 ans. Je puis vous dire que c'était suffisant pour avoir un fichier électoral, avoir une commission électorale et aller vers des élections. Alors, puisque tout ce processus-là allait déboucher sur la tenue des élections, encore une fois, le 31 décembre 2024, puisque cette date échue n'a pas été tenue, respectée, est-ce qu'on peut à nouveau porter confiance justement au CNRD, rapidement? Moi, je pense qu'il y a une nécessité d'aller vers des concertations. Pour moi, nous devons discuter entre nous les Guinéens. Il s'agit d'une affaire guinéenne. Il ne s'agit pas de la CEDEAO, de l'Union africaine, de l'Union européenne, des États-Unis. Il s'agit tout d'abord de nous Guinéens. Alors justement, on va revenir sur la position rapidement. Laissez-moi terminer. Oui. Il faut que tous les Guinéens puissent se mettre ensemble. Ceux qui sont à l'extérieur du pays, ceux qui sont à l'intérieur du pays, ceux qui sont détenus et autres, pour que le CNRD crée les conditions pour que tous les Guinéens puissent se tenir autour d'une table, discuter de l'avenir de la Guinée. Le CNRD nous a donné un espoir le 5 septembre. Nous voulons que cet espoir continue à vivre en nous et qu'il nous réalise vraiment notre vœu le plus important, à savoir le retour à l'ordre constitutionnel dans la paix, dans la stabilité et la cohésion. Alors, on va voir tout de suite les conditions auxquelles vous faites allusion qui nous permettront probablement de rendre le pouvoir au civil en retour à l'ordre constitutionnel. Monsieur Cissé, moi je vais revenir sur ce projet, à monsieur Idrissa Ba. Ce projet Simondo est-il un levier économique pour satisfaire les besoins de la population guinéenne? Merci pour la question. Je n'ai pas tous les leviers d'un projet. Vous savez, un projet à très long terme de ce type a plusieurs volets. Il peut y avoir des volets sociaux, des volets économiques, des volets infrastructurels. Je n'ai pas tous les éléments, mais pour moi personnellement, lorsqu'il y a des perspectives et des projections, je m'y inscris tant que c'est pour le peuple. Tant que c'est pour le peuple guinéen, si ce projet doit apporter au moins enfin, après 60 ans,
de tergiversation politique. Tantôt c'est des civils, tantôt c'est les militaires, tantôt c'est des civils. C'est parti en dents de scie. Et finalement, ça risque d'aller en vrille. Donc un très grand projet comme ça, Simandou, moi à l'école primaire, je me rappelle bien, faisait partie de nos cours. Le point culminant de la Guinée, c'était Simandou. Donc ce n'est pas quelque chose qui m'est étranger à cet âge aujourd'hui. Tant d'années ont coulé. Pourquoi cela n'a pas été réalisé? Et pourquoi? Qu'est-ce qui a changé entre-temps dans la vision de ceux qui ont pris le pouvoir en 2021, qu'en 2024, ils n'ont pas honoré leur engagement, disons, honoré leurs promesses? Voilà toute la problématique. Qu'est-ce qui a changé entre-temps? Il y a eu, à votre entame des propos, vous avez cité le Burkina, le Mali, ou encore le Niger, mais vous n'avez pas cité la Guinée. Est-ce que vous vous rendez compte que la Guinée est moins citée par la CEDEAO et les institutions internationales dans ce cas de légitimer l'armée? Est-ce que la Guinée a été sanctionnée une fois? Alors, on va monsieur, on va parler de la position de la CEDEAO. Oui. Oui, on va parler. Non, permettez-moi, je termine avec la question de madame. Justement, je réponds sur la même question. Non, mais, allez-y. Vous allez me perdre. Allez-y. En fait, ce que je voulais dire ou vous conforter, c'est que moi, je suis légaliste. D'accord. Dès qu'il y a des institutions en Guinée, il y avait comment dirais-je, il y a un cadre juridique qui est posé, quelle que soit la personne qui est au pouvoir, travaille sur ce cadre juridique. C'est grâce à ce cadre juridique que nous avons vu les failles de l'ancien régime qui a été dégagé. Et pensez-vous que le président de la transition quand même peut gagner des points avec cette déclaration? Point ou pas point, c'est un homme. Il faut comprendre que ce n'est pas lui seul qui dirige en ce moment. Vous savez, un président de la République, on ne l'apprend pas à l'école. Être président de la République. C'est chacun dans son secteur de métier. On embrasse la politique par conviction. Peut-être que par conviction militaire, il a vu la souffrance de son peuple. Il s'est engagé pendant que beaucoup dormaient. Maintenant, pour dire que est-ce que lui, moi je ne le vois pas seul. Je vois tous ceux qui œuvrent aujourd'hui, ces jeunes intellectuels qui ont tout abandonné à l'extérieur, qui sont rentrés en Guinée, qui sont rentrés dans l'administration et qui travaillent depuis 3 ans, j'en connais beaucoup. Au Sénégal ou en Afrique, il y en a peu qui ont été sollicités. Mais j'en connais énormément qui viennent des États-Unis, du Canada et qui occupent des postes stratégiques. Et donc, dans la foulée de ce grand projet dont vous parlez, moi personnellement, si c'est pour régler le problème de la Guinée, j'en ai vu quelques brides en passant. Je vous assure que c'est l'un des plus grands projets que moi, je n'ai jamais entendu parler. Sérieusement. Maintenant, l'homme en tant que tel, est-ce que c'est l'homme que nous stigmatisons ou c'est l'administration, la haute administration que nous cherchons à ce qu'elle donne tout aux Guinéens? Voilà la problématique. Alors justement, le projet ambitieux dont vous parlez, le discours qu'il a tenu, le discours de l'an, le général Mamadi Doumbouya a dit que d'ores et déjà, ce projet ambitieux a pu engranger en termes d'emploi 33 000. 33 000 et une croissance de 6,1%, un déficit de 3% de PIB. Est-ce qu'il y a un indicateur économique qui peut certifier cela? Le meilleur indicateur économique qui peut certifier, c'est d'abord le niveau de vie d'une population. Moi, j'ai écouté quelque part dans son discours, ce que j'ai retenu, c'est une seule chose. Le taux d'endettement de la Guinée n'est que de 33%. Il n'y a aucun pays de la sous-région qui n'a pas buté au plafond. 75, 80, 90% de taux d'endettement. Donc un pays qui n'est pas endetté est très facile à gérer si, évidemment, les ressources, la redistribution des biens appartenant à tout le monde ou l'utilisation des moyens qu'on en fait pour que ça aille dans la poche des Guinéens lambda. Justement, est-ce que ces données chiffrées ont un impact sur le panier de la ménagère des Guinéens? Bon, ne me faites pas mentir, je ne vis pas là-bas, mais j'ai des parents qui y vivent, j'en sais quelque chose. Actuellement, je pense que ça impacte directement sur le panier de la ménagère. Oui et non.
Oui, parce que l'administration est en train d'être nettoyée. Je pense que le vol diminue, les détournements diminuent, les sanctions fleurissent de partout, la justice fonctionne, quoi qu'on dise, et ça ne va pas avec une main morte. Donc pour moi, l'essentiel, c'est que le redressement, parce que j'ai retenu une nuance, c'est le redressement, non, mais c'est la refondation. Et beaucoup ne font pas attention au mot refondation. Il y a fondation et refondation. Et pour faire une refondation, il faut casser la fondation. Donc réfléchissons, qu'est-ce qui a changé en temps? Alors justement, M. Idrissa, il a terminé en disant que le général Mamadou Doumbouya et tous les membres du gouvernement de la transition et les membres du CNRD selon dans cette perspective-là de refonder la Guinée. Alors, parlant de la refondation, parce que là, cela va de pair avec la justice. On a vu le kidnapping, l'arrestation extrajudiciaire des activistes Founiki Menga. Jusqu'à présent, on ne les a pas vus. Et tout dernièrement, notre confrère Marwan, et tout récemment, le président du modèle Aduba, il est en détention. Alors, quel est votre regard justement sur la justice guinéenne, sur le régime de CNRD? Oui, c'est une inquiétude. Nous sommes très inquiets par rapport à la situation de la justice et par rapport aux agissements du CNRD, parce que nous avons vu les camarades que vous avez cités. Depuis le 9 juillet, Founiki Menga et Biloba ont disparu de la circulation. Personne ne sait où ils sont. Ils n'ont pas été présentés à un juge, ni à un procureur. Donc personne ne sait s'ils sont vivants ou s'ils sont morts. Et les autres qui ont été assassinés après jugement, par exemple le général Sadiba Koulibaly, a été jugé, condamné à 5 ans de prison, mais assassiné en prison. Ça fait que les gens sont inquiets par rapport à ça. Ensuite, il y a eu le docteur Dubati qui a été assassiné dans les cellules à Kankan parce que tout simplement, il a profané une affiche du président de la transition. Donc cela démontre un peu l'aspect dictatorial du régime. Donc si vous voyez tout ça, ça veut dire que les jeunes qui sont au pouvoir ne sont pas outillés pour pouvoir gérer un État moderne. C'est ça le grand problème. Maintenant, je reviens un peu par rapport à l'intervention de M. Idrissa Ba. C'est justement par rapport à la corruption. Récemment, on a découvert au niveau de la douane 800 milliards de détournements. Ils ont arrêté 15 éléments de la douane. Mais nous savons tous comment ça se passe en Guinée. Monsieur Diallo, plutôt, c'est une preuve manifeste qu'il y a la justice en Guinée. Il n'y a pas la justice. Ces gens-là, c'est des copains. Ils sont ensemble. On les met là-bas un peu et puis on les sort, ils partagent l'argent. C'est ça. C'est comme ça que ça se passe en Guinée. En dehors de ça, en dehors de la douane, récemment, vous avez vu qu'au niveau des impôts, il y a plus de 1000 milliards qui ont disparu. Et ça, c'est grave. Comment on peut gérer un pays avec ces genres de comportement au niveau des fonctionnaires de l'État? Donc ça veut dire qu'on est devant des situations assez complexes. Cette histoire de refondation-là, c'est des slogans creux, pour moi en tout cas. Alors, Monsieur Baldé, vous allez réagir rapidement. Le général Mamadi Doumbouya, les membres du CNRD, dès qu'ils sont venus, ils nous ont parlé d'une justice qui est une boussole. Est-ce que c'est effectif? En fait, moi, avant tout, d'abord, je me réjouis de l'arrestation de ces corrompus, des personnes qui ont fait des détournements au niveau de la douane, au niveau des impôts et domaines. Et ce que l'on demande, c'est que la justice fasse son travail et que vraiment que les fonds soient recouverts pour qu'ils puissent être réinjectés dans l'économie guinéenne au niveau du trésor. Et moi, ce que je demande au CNRD, c'est de faire en sorte que la sécurité soit renforcée en Guinée, à Conakry surtout, que ces personnes disparues
Fonike Mengue, Biloba et Marwan, dont nous n'avons pas les nouvelles, qu'ils accentuent l'intensité des enquêtes pour qu'on puisse se situer. Ils ont quand même ce devoir de protection des citoyens. Ils ont ce devoir de faire en sorte qu'on ait la lumière sur la disparition de ces personnes. Et nous sommes inquiets, c'est normal que nous soyons inquiets, parce que c'est des compatriotes qui ont beaucoup donné à la Guinée. Depuis des années, ils se battent dans la société civile pour que la démocratie, comment dirais-je, soit une réalité en Guinée. Aujourd'hui, si ces personnes disparaissent, c'est quand même une inquiétude, c'est quand même grave. Ce n'est pas encore une inquiétude d'autant plus importante lorsque le procureur, laissez-moi terminer, le procureur dit que suite à la disparition étrange de ces 3 activistes, qu'on ne les a pas trouvés dans les prisons. En fait, ils sont considérés disparus, ils sont considérés enlevés. Aujourd'hui, si le procureur sort, il dit qu'il ne sait pas où ils sont. Ce sont ses déclarations et je ne peux pas les commenter parce que c'est quelque chose qui s'est passé en Guinée et c'est quelque chose qui n'est pas officiellement, c'est pas une opération diligentée par l'État, selon ce qu'ils nous ont dit. Mais leur responsabilité, c'est de faire en sorte que l'on retrouve ces gens et s'ils sont dans des conditions à risque, de les sauver. Nous, c'est ce que l'on peut dire pour le moment. Alors, sur cette question-là, un membre, pas le moindre, Gawal, il a dit qu'un adulte aussi peut disparaître. En fait, ça, je n'ai pas envie de commenter ces propos. Moi, ce que je suis en train, on parle de justice, on parle de sécurité, c'est que il est de la responsabilité de l'État guinéen de protéger ses citoyens. Il est de la responsabilité de l'État guinéen de faire en sorte que quand une personne disparaît et que ses parents, comment dire, déclarent que nous avons cette personne manque à l'appel, qu'elle a disparu, c'est de diligenter des enquêtes. On ne peut pas encore dire qu'on est en sécurité quand des personnes sont enlevées en plein jour. Donc nous demandons à l'État guinéen de renforcer la sécurité des populations ou même de créer des corps à l'image du Sénégal où on a l'agence de la sécurité de proximité qui puisse être tout près des populations afin d'assurer leur sécurité. Ça, c'est ce que je peux dire par rapport à la sécurité de nos citoyens. Il est de leur responsabilité. Que ça vienne d'eux ou pas, les enlèvements, que ça vienne d'eux ou pas pour des questions d'ordre sécuritaire, c'est de la responsabilité de l'État d'assurer la sécurité du citoyen. Maintenant, je voudrais revenir un peu sur le projet Simandou. Il faut savoir que la Guinée regorge de plusieurs ressources minières. C'est un don du ciel. Des ressources hydrauliques, des ressources forestières. Et la Guinée, elle a 25% du stock de réserve de bauxite au niveau mondial. C'est le deuxième producteur de bauxite. La Guinée a 4 milliards de tonnes de fer de première qualité. 4 milliards de tonnes. Monsieur Baldé, excusez-moi. Après, on a eu pas mal de présidents. Et pensez-vous que le président de la transition, sur ce projet-là, pouvez-vous nous dire que si, quand même, à l'avenir, vous pensez que ce projet-là va voir le jour? Le projet est déjà en train d'être réalisé. Ce n'est pas une question d'avenir, c'est de maintenant. Le projet, Simandou est en marche. Simandou est en marche. Hein. Il faut que l'on soit réaliste par rapport à ça. L'important, c'est que nous devons veiller à ce qu'il y ait des retombées pour la population. Que ça ne soit pas quelque chose qui profite à un groupe de personnes. Nous voulons que cette ressource que Dieu nous a donnée, qu'elle puisse être exploitée. Et moi, je reconnais là le droit d'initiative du pouvoir en place, de mettre en place des projets, de réaliser des projets pour le bien des Guinéens. S'il vous plaît, je vais revenir par rapport... Tout à l'heure, je parlais des ressources que nous avons. Et il n'y a pas que Simandou, le fer, la bauxite. Oui. Il faut savoir que nous avons une estimation de 700 tonnes d'or en Guinée, entre 30 et 40 tonnes de carats en diamant en Guinée. Il faut savoir que la Guinée dispose de 14 millions de terres arables où on peut faire de l'agriculture. Sur cette question qui vous paraît très importante, il faut gagner du temps. Oui, nous avons le temps, monsieur Silla. Et monsieur Cissé, autant pour moi. Il faut savoir une chose, que tous ceux qui contribuent
au bien-être des Guinéens est à saluer. Le CNRD... La question est de savoir, est-ce que les cadres sont réunis? Est-ce qu'on parle de la raffinerie? La raffinerie... Est-ce que nous avons assez de courant? De quelle raffinerie vous parlez? Oui, pour le projet de Simandou. Non, attendez. Pour la transformation de nos minerais. Écoutez, ça, c'est un projet. Oui. Nous sommes dans une phase de réalisation qui est graduelle. Il y a une planification qui est là. Je ne pourrais pas citer le tout parce que je ne maîtrise pas le programme. Comme l'a dit M. Ba, il y a des données que nous n'avons pas. Mais sur les données que nous avons, sur les données issues du FMI et de la Banque mondiale, nous pouvons dire que le Simandou est bénéfique pour les populations. Maintenant, est-ce que c'est maintenant qu'il fallait le réaliser ou bien il fallait attendre? Ça, c'est une question appréciée diversement par tout le monde. Très bien. Donc, si le temps le permet, on va y revenir. D'accord. Monsieur Idrissa, rapidement. Alors, depuis, on a vu, dès la prise de pouvoir du général Mamadi Doumbouya, en effet, il a donné l'engagement vis-à-vis de cette institution sous-régionale, la CEDEAO, et bien avant l'opinion nationale. Alors, on voit aujourd'hui, depuis un moment, depuis qu'on a... depuis que la Guinée a été effacée, si je peux le dire comme ça, dans cette institution-là. Qu'est-ce qui fait que on observe ce mutisme, le silence de la CEDEAO par rapport à la transition? Merci pour la question. Tantôt, je disais qu'on était sur le projet Simandou. Je pense que je vais y rebondir plus tard, parce que c'est venu de partout, de madame et de vous. Mais vous me posez la question sur la position de la Guinée face à la sous-région, c'est ça. Moi, je trouve que les autorités militaires actuelles, au-delà de la tenue ou de la stigmatisation, je répète, on dit que le militaire n'est jamais bon au pouvoir. Mais il y a des exemples. Mais qu'est-ce qui fait courir tout le monde? Qu'est-ce qui fait courir civils, militaires, paramilitaires pour avoir le pouvoir? Si c'est uniquement pour le bien de la population, je suis preneur, moi. Je suis preneur. Maintenant, transiger les règles établies ou préétablies dans un pays, être coupable ou fautif et être corrigé ne doit pas empêcher la machine de fonctionner. Je ne vais pas rentrer dans les chiffres. Je ne sais pas le nombre de personnes arrêtées dans les geôles, enlevées tel qu'on le dit. Non, on n'enlève pas quelqu'un, on l'arrête. On n'enlève pas quelqu'un, on l'arrête. Parce que la loi, elle est faite pour ça. Il y a des hommes, peut-être que ça n'a pas été fait dans la règle normale des arrestations, comme certains pays que vous connaissez. Au Sénégal, on t'envoie une convocation, on te dit voilà ce que tu as fait, on te dit retourne chez toi, le lendemain tu viens, on t'amène devant un procureur. Ça, c'est dans un pays normé. Un pays normé. Maintenant, est-ce que toutes ces normes sont disponibles dans notre pays pour que le citoyen bénéficie de la justice? La justice est rendue pour le peuple. Est-ce que réellement nos dirigeants anciens, encore très anciens et nouveaux, ont trouvé un cadre juridique permettant de donner la quiétude à tous les Guinéens? Est-ce que le CNRD, Mamadi Doumbouya en l'occurrence, doit se plier aux règles communautaires de la CEDEAO? Doit s'oublier aux règles communautaires. Reposez bien votre question. Je dis, est-ce que le CNRD, en l'occurrence, le général Mamadi Doumbouya, doit-il se plier aux règles communautaires de la CEDEAO? Vous savez, vous avez dit Mamadi Doumbouya est président de la transition. Oui. Il y a d'abord ce qu'on appelle la souveraineté. Il y a le supra et il y a la souveraineté de chaque État. Il n'est pas obligé, lorsqu'il pense que l'intérêt de la Guinée n'est pas touché. Il faudrait bien repenser la chose. Je vous dis qu'à l'entame de mes propos, j'ai dit que chaque Guinéen est libre de soulever son droit. Dépend maintenant de cette constitution. Parce que vous posez une question sans constitution. La Guinée n'a pas de constitution. Allons-y au départ de la chose. Ces gens-là ont pris le pouvoir, toute la constitution a été annulée. Aujourd'hui, on n'en a pas.
comment est-ce que vous pouvez juger quelqu'un qui évolue dans un environnement hostile à l'entendement légal pour dire que non, est-ce que. Mais aujourd'hui, il est au même niveau que tout le monde tant qu'il n'y a pas de constitution. Si maintenant cette constitution est votée, on a parlé de concertation. J'ai entendu mes co-débatteurs parler de concertation, discussion et autres. Mais les concertations ne sont pas des résolutions. Les concertations ne sont pas la voix du peuple. N'est-ce pas? La Guinée doit être régie par une constitution. Elle n'existe pas. Alors il ne faut pas qu'on court vite plus que la chanson. Alors je laisse le soin à M. Diallo de réagir sur cette question-là. Merci beaucoup. La situation de la Guinée, elle est complexe. Et moi, elle m'inquiète beaucoup. Pourquoi? Parce que déjà, le coup d'État, c'est une action illégale. Le coup d'État n'est pas légal. On ne doit pas faire un coup d'État, en principe. Regardez ce qui se passe au Sénégal. Avec tout ce qui s'est passé, les militaires sont restés droits dans leur botte. Tout simplement parce que les institutions marchent et les hommes qui animent les institutions là, respectent la loi. Mais le CNRD ne respecte pas la loi. Ils ont même violé leur propre charte. En l'occurrence, un certain nombre d'articles, 46, 77, où ils ont carrément violé des dispositions qu'eux-mêmes ont rédigées sans l'apport de qui que ce soit. Alors justement, le projet de loi, l'avant-projet de loi qui a été élaboré par le CNT, le Conseil national de la transition, est-ce que vous êtes pour? Non, on est comme le dit M. Baldé, on a besoin d'avoir une constitution validée par un référendum, donc validée par le peuple. Mais ici, nous sommes en face d'une équipe qui a rédigé un avant-projet seul, sans associer qui que ce soit. Parce que personne ne peut me dire aujourd'hui que les gens qui ont rédigé cet avant-projet sont connus. Ils n'ont jamais été présentés. Mais il avait associé les forces vives de la nation. Pas du tout. Cette constitution a été rédigée par des gens que eux seuls savent. Maintenant, ils viennent nous présenter un avant-projet de façon théorique. Parce que lorsque récemment on nous a conviés à l'ambassade pour prendre connaissance de cet avant-projet, nous avons réclamé le document. Ils n'ont pas accepté de nous le donner. Monsieur Ousmane Dadi Kamara, qui est venu présenter cet avant-projet, il a passé 1 heure de temps à nous lire des articles. Nous avons dit que nous ne pouvons pas suivre cela. Il faut qu'on ait un petit temps de séminaire pour pouvoir prendre connaissance de ce... Monsieur Diallo, ce qu'il a dit à l'issue de son discours, Laurent, il a dit qu'il va, en dehors de ça, en dehors du Conseil national de la transition, il va évidemment soumettre cet avant-projet aux experts. Oui, mais ça c'est... Cela ne vous suffit pas? Non, c'est après, c'est-à-dire c'est après coup. Il s'est rendu compte que je veux dire, du manquement au niveau de la rédaction de la Constitution, il faut corriger. En principe, ce genre de choses, c'est une constituante qu'il assemblée constituante. Voilà, qu'il faut élire par les populations. On élit une constituante et cette constituante se retrouve à l'Assemblée accompagnée de juristes, de constitutionnalistes pour pouvoir rédiger la Constitution. C'est des gens connus. Nous avons vu au Burkina, lorsqu'il y a eu le coup d'État, une commission a été mise en place et elle a été publiquement montrée au peuple. Ces gens-là, nous les chargeons de rédiger la Constitution. Chez nous, ils se sont cachés pour faire ça. Personne ne peut te dire aujourd'hui qui est à la base de la rédaction de cet avant-projet. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils sont en train de bluffer les gens. Ils essaient de gagner du temps et à chaque fois ils créent quelque chose pour qu'on s'occupe de ça en attendant de mieux se préparer pour nous amener un autre sujet à débattre en attendant, quoi. Voilà. Alors, un autre sujet. Rapidement, il faut réagir sur le fond justement de ce préambule, l'avant-projet de la nouvelle Constitution. Il y a des éléments là-bas qui écartent l'intérêt des partis politiques, de l'UFDG. On parle de l'âge. Votre réaction? Bon, en fait, c'est un avant-projet, comme vous le dites. Je voudrais revenir un peu sur ce qu'a dit M. Diallo. Il est vrai que dans les conditions normales, il doit y avoir une constituante. Je ne suis pas au courant de la mise en place de cette entité pour rédiger la Constitution. Toutefois,
la rédaction a vu l'implication des composantes de toute la société et à travers des propositions. Ils ont été sollicités pour envoyer des contributions. Le barreau, la société civile, et ceux-là ont fait des propositions. Et quand l'avant-projet a été ficelé, ils l'ont apprécié ensemble. Donc, il faut que quelque part, les gens nous disent ce qui se passe en Guinée réellement. Ils ne peuvent pas faire ensemble un travail dans l'ombre et venir après nous dire qu'ils ne font pas partie. Ça, c'est des éléments qui sont là. Et il y a des entités qui ont participé à l'élaboration de la Constitution à travers des contributions qui sont là, disponibles. Maintenant, l'avant-projet, et comme je l'ai dit, il est disponible. Pour le peu qu'on a lu, des dispositions ont été prises, peut-être qui tiennent compte des éléments qui peuvent éliminer certains candidats, désavantager d'autres. Tout ça on ne peut jamais être unanime sur quelque chose. Nous, ce que nous voulons, c'est que tout le monde puisse participer à des élections libres, transparentes, avec un organe de gestion des élections totalement indépendant. Et quand tout le monde participe à l'élection, celui qui gagne, il est installé et il travaille pour la Guinée et pour l'intérêt national. Baldé, pour terminer, oui. Vous allez nous faire une suggestion, une perspective de solution par rapport à la gestion de cette transition. On a vu le général Mamadi Doumbouya avec les membres de la transition et ceux de CNRD prendre l'engagement de tenir l'élection locale et nationale à cette date échue, le 31 décembre 2024. Puisque cet engagement n'a pas été tenu, est-ce qu'il y a une autre possibilité? Si le général décidait de proposer une date pour la tenue soit du référendum ou de l'élection présidentielle, est-ce que vous allez avoir de l'espoir? Moi, avant tout, en fait, je lance un appel au CNRD. Et pour qu'ils puissent ouvrir des concertations, des consultations, le dialogue, quoi que l'on puisse... Avec qui? D'autant que les partis politiques ont été... Certains partis politiques ont été dissous. Non, je reprécise la question. S'il vous plaît. Oui. Il faut que tous les Guinéens participent à la prise de décision en ce qui concerne la vie de la République, en ce qui concerne l'intérêt des populations de la nation. Il est vrai qu'il y a eu une évaluation des partis politiques, il y a eu des partis qui ont été suspendus. Vous et moi savons, nous qui sommes régulièrement en Guinée, il y a ce qu'on appelle des partis télécentres, des partis créés là uniquement pour fausser le jeu politique, pour nouer des alliances afin de fatiguer, comment dirais-je, de pénaliser des partis qui ne sont pas avec le régime. Est-ce que c'est à l'administration de s'en occuper ou bien c'est un travail qui doit se faire à l'interne de ces partis politiques? Non. Ça, c'est l'administration qui gère. Il y a une charte des partis politiques. Tout parti politique qui ne respecte pas cette charte doit, comment dirais-je, être confronté au règlement comment dirais-je, aux lois de la République. Ça, c'est tout à fait normal. Et imaginez qu'on ait plus de 300 partis politiques. Des partis dont vous n'entendez pas le nom, 10, 15, 20 ans, et d'un seul coup, on les propulse, quelqu'un se lève là-bas, je prends ce parti, je l'utilise contre l'opposition ou je l'utilise contre le parti au pouvoir. Ce n'est pas normal. Si vous ne l'exercez pas, il n'y a pas de raison que vous ayez un parti politique. Tous les partis politiques doivent vivre, animer la vie politique, la vie de la nation. Il est important. L'évaluation, c'est quelque chose de normal. Et nous savons qu'en Guinée, réellement, les 15 dernières années, il y a à peu près 7 partis politiques qui animent l'espace politique, la vie politique. Ça, c'est indéniable. Donc vous pensez qu'on va sortir, le Mamadi Doumbouya va accepter un retour au régime civil en Guinée? Non, je ne parle pas de... il ne faut pas personnaliser Mamadi Doumbouya va accepter ou va ne pas accepter. Évidemment, c'est lui qui est au pouvoir aujourd'hui. C'est lui le président de la transition. Non, écoutez, c'est moi ce que je veux. Il faut que l'on dise, il faut que la population guinéenne décide par elle-même. Un civil va revenir au pouvoir et
quand je dis un civil va revenir au pouvoir, c'est à l'issue de la fin de la transition. Moi, c'est Mamadi Doumbouya qui nous a dit qu'il ne sera pas candidat. Je ne vais pas me mettre ici et dire qu'il... Il dit qu'il va se prendre un décret dans les 3 mois à venir pour fixer le calendrier pour la tenue, justement, du scrutin. Du référendum. C'est tout à fait normal, ça relève de ses prérogatives. Et ce que je voulais ajouter par rapport à ça... Rapidement. Il est important, je dis, aujourd'hui, que tous les leaders politiques, tous les leaders d'opinion, toutes les personnes qui ont une incidence, une influence sur la vie de la République puissent se mettre ensemble. Que ceux qui sont à l'extérieur puissent rentrer et qu'on leur assure une sécurité pour qu'ils puissent participer à la vie de la nation, qu'ils puissent participer et, comment dirais-je, à l'orientation des futures activités qui vont nous doter d'un régime élu, d'un président élu. Et c'est mon souhait, et je voudrais aujourd'hui aussi dire que M. Aliouba n'a pas sa place en prison. M. Aliouba doit être... je n'interviens pas ici pour m'immiscer dans la justice. Ce qu'on lui reproche de ce que je sais ne mérite pas qu'on le mette en prison. Il faut que le CNRD et le président Mamadi Doumbouya aient un esprit de dépassement. Il va être critiqué, il va être apprécié par certaines personnes, mais c'est normal, c'est dans l'activité normale de la vie d'un président et de l'évolution de la République. Aliouba doit être libre et contribuer à ce que nous sortons de cette transition à travers des propositions concrètes. Donc c'est ce que je voulais ajouter. On espère que le droit sera dit. Bon, moi, je pense que vous avez déjà même répondu, mais quand même, je vais reposer cette question à M. Idrissa. Donc, quand même, après l'enlèvement de 2 activistes tout simplement fanatiques et tout récemment, le président du modèle Aliouba, quelle est votre opinion là-dessus? D'abord, vous avez... Je recadre un peu votre question parce que je ne voudrais pas qu'on avance sans ça. Peut-être c'est des activistes. Juste votre opinion. Juste votre opinion. Je veux dire, c'est des activistes, mais pas des fanatiques. D'accord. Oui. Maintenant, en ce qui concerne, moi, je trouve honnêtement qu'il y a une indifférence et un déficit de la part des acteurs politiques dans notre pays. Il faut le dire. On ne peut pas animer une vie publique, une vie politique à l'extérieur. Tout est voué à l'échec. Moi, je vous dis, on est dans un pays, on voit des pays normés. Mais il y a des pays comme la Guinée qui n'a pas de constitution. Mais les éléments qui sont au pouvoir ne vont pas aussi faire un laisser-aller. Parce qu'une animation politique obéit à des règles. Une animation politique obéit à la présence et à des personnes. Mais donnez-moi une liste. Moi, je ne vais pas être avec le micro pour citer le nom d'une personne ou d'un homme politique ou avoir une obédience ou critiquer quoi que ce soit. Mais tous les grands hommes politiques, aujourd'hui, sont à l'extérieur. Mais comment vont-ils animer le débat public sans leur présence localement? Est-ce que faudrait-il envoyer les gens en pâture? Est-ce qu'il faut laisser les fils des autres se faire canarder? Est-ce qu'on ne donne pas la légitimité à ceux qui sont au pouvoir, qui ont trouvé une vacance de pouvoir par la carence des civils? Moi, je trouve que le pouvoir était dehors. Parce qu'on gouverne pour le peuple. N'est-ce pas? La justice est dite pour le peuple. Ok, au moment de... lorsque Alpha Condé a fait son speech de 3e mandat avec une nouvelle constitution, un document que j'ai lu et un autre document que j'ai lu qui était diamétralement opposé. Mais ça a révolté toute une nation. Mais qui pouvait quelque chose si ce n'était pas l'armée? Maintenant, au premier pas de l'armée, elle a suspendu toutes les institutions. Mais aujourd'hui, on est comme une jungle. Alors, rapidement, monsieur, pour terminer, parce que le temps qui nous est imparti est quasiment terminé. Alors, une solution pour la sortie définitive de cette transition dont le délai a presque expiré. Vous me demandez une proposition? Oui. Vous me demandez une proposition vraiment? Je vous écoute. 1.
la vie d'une nation, l'État, c'est la continuité. Aujourd'hui, l'État est entre des mains. Est-ce que ce n'est pas le peuple qui est en train même de motiver celui qui est là à se représenter et qui sème le doute dans la tête des Guinéens et des journalistes? Pourquoi on croit alors qu'il n'a rien dit? Pourquoi on stigmatise les actions posées vis-à-vis de certaines personnes? Il y a plein de questions. Tout à l'heure, j'ai dit, mais qu'est-ce qui a changé entre-temps? Qu'est-ce qui a changé? Moi, j'ai trouvé beaucoup de changements, radicalement au niveau de la vie de la population. J'ai traversé Conakry de bout en bout, que je connaissais, et j'ai vu des changements en marche. Est-ce que les actions posées ne militent pas en la faveur de celui qui est là? Ceux qui ne sont pas là, les absents ont tort. Construite, c'est ça? Pardon? Écoutez, quand on veut une bonne sauce, on donne une bonne dépense à madame. Et on attend dans le salon que le repas arrive, on mange. Mais on ne télécommande pas une activité politique à partir de je ne sais pas où, pour dire que voilà, ceux qui sont là, ils ne sont pas bons, ils ne sont toujours pas bons. Il faut positiver. À vous entendre, M. Idrissa, oui. Il n'y a pas un autre qui peut gérer la Guinée si ce n'est pas... Je n'ai pas dit ça, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je vous dis que le pays, on doit discuter pour construire. L'opposition ne doit pas tout le temps détruire. Une opposition s'oppose, propose, mais elle n'invective pas tout le temps. On n'appelle pas à la vendette publique. Ça ne sert à rien du tout. Moi, j'ai vu pendant des années durant une opposition guinéenne ruée dans les brancards tout le temps. Mais il faut accepter de discuter. Il faut accepter d'aller à la table. La même opposition a applaudi au premier jour de la prise de pouvoir de ce monsieur. C'est la même opposition aujourd'hui qui rue dans les brancards. Et elle n'est pas là. Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Il y a un champ vide. Où tu es là, on décide ensemble. Où tu n'es pas là, on décide contre toi. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Très bien. Alors, je vous laisse le soin, le doyen, de terminer de ce débat politique. Alors, votre solution par rapport à la gestion de la transition, à quand la fin justement de cette transition? Merci beaucoup. Je crois qu'on n'est pas encore sorti de l'auberge. Tout simplement parce que nous sommes en face des gens qui ne sont pas sincères, qui ne sont pas véridiques. Mamadi Doumbouya nous avait dit qu'il ne passera pas un jour de plus au 31 décembre. Aujourd'hui, on est devant l'inconnu. Tout à l'heure, mon co-débatteur nous parlait de gens qui sont à l'exil. Nous avons vu ce qu'Aliouba a eu. Il n'était pas en exil, mais on l'a menacé, il était à l'extérieur. Il pouvait rentrer ou ne pas rentrer compte tenu des menaces. Mais les menaces se sont avérées exactes, parce que dès qu'il est arrivé, on lui a créé des soucis et il est actuellement en prison. Nous avons vu ce qu'ils ont fait à Sadiba Koulibaly, qui était en poste à Cuba. Dès qu'il est rentré, ils l'ont exécuté. Alors qu'est-ce que vous proposez? Attendez. Il suffit que ceux qui sont en charge de l'État soient sincères, qu'ils soient véridiques, qu'ils respectent leur engagement. Tant qu'ils ne respecteront pas leur engagement et le calendrier, on ne peut pas avoir confiance. Déjà, la confiance, elle est érodée. Il n'y a plus de confiance. Aujourd'hui, on est devant une situation de fait. Le pouvoir s'est accaparé de tous les leviers. Je veux dire, le CNRD, les militaires se sont accaparés de tous les leviers du pouvoir et ils le gardent. Personne ne peut lever le petit doigt. Il n'y a pas de manifestation pacifique. Excusez-moi, il n'y a pas de manifestation. Le CNRD n'a systématiquement rien fait. Non, je ne parle pas de réalisation parce que ils sont venus et ils ont promis de faire une transition rapide et de donner le pouvoir à je veux dire, des gens élus, les civils élus. Ils sont dans cette dynamique. Ils ne sont pas dedans parce qu'il n'y a rien qui est fait. Il n'y a pas de fichier électoral, il n'y a pas de je veux dire, il n'y a pas de CENI. Et le référendum, c'est encore du bluff. Et la durée de la transition est inconnue. Il n'y a pas de... C'est-à-dire, il nous avait dit le 31 décembre. Aujourd'hui, il nous parle de 2025. Sans aucune précision. Il faut une concertation, mais sincère.
les gens qui sont à l'extérieur doivent rentrer. Ceux qui sont au pouvoir doivent être sincères. Il ne faut pas qu'ils pensent que la Guinée leur appartient à eux seuls. La Guinée appartient à tous ses fils. Aujourd'hui, il n'y a plus de radio. Les radios sont fermées. Les radios qui relayaient les populations sont fermées. Les manifestations sont interdites. Et les assassinats et les kidnappings continuent. Personne ne peut être rassuré. On va revenir là-dessus. Personne ne peut être rassuré. Une concertation Elle est utile. Utile et sincère. Il faut qu'elle est utile pour la sortie de crise. Il faut une concertation utile et où tout le monde peut participer, sans crainte. Et en ce moment, les résolutions vont sortir et puis on va aller vers une sortie de crise. Parce que là, maintenant, ce n'est plus une transition, on est en crise. D'accord. Monsieur Diallo, voilà, merci de répondre à notre invitation sur le plateau de ces 3 chaînes de télévision sénégalaises, la télévision Fulbert Internationale. Monsieur Baldé, merci de répondre. Vous avez un mot à dire rapidement? Oui, en fait, un peu de mots. Vous avez une seconde, rapide. D'accord. En fait, je voulais juste lancer un appel aux jeunes. Parce que je pense qu'il n'est pas important pour nous, à ce stade aussi, de subir des pertes en vie humaine. En Guinée, manifestation rime avec mort. Et que ce soit les jeunes, les leaders d'opinion, les hommes politiques, je demande à tout le monde de faire une prise de conscience et d'accepter de discuter. Les manifestations ne servent à rien. Et je demande à l'État, au gouvernement, de prendre toutes les dispositions pour nous éviter des morts. Et les manifestations sont consacrées par la charte que nous avons comme constitution en ce moment. Elles peuvent être encadrées. Au Sénégal, nous voyons régulièrement des manifestations d'un point A à un point B, sur 500 mètres, sur 1000 mètres. C'est différent de dire que je manifeste sur 2 km, 3 km, 5 km, parce que là, c'est autre chose, ce n'est plus une manifestation. Il faut que le gouvernement permette aux gens d'exprimer leur désaccord, mais il faut que les populations aussi puissent le faire en respectant les règles, sans casser, sans violence, quoi. Et à nos forces de l'ordre de savoir que cette population, ce sont leurs frères et sœurs qui prennent les dispositions pour les sécuriser et qu'ensemble, on puisse bâtir une Guinée fraternelle, solidaire, pour le bien de tout le monde. Donc, c'est ce que j'avais ajouté en remerciant mes co-débatteurs, en vous remerciant M. Cissé et Mademoiselle Adja, nos techniciens qui nous ont permis de tenir ces échanges. J'espère que nous les tiendrons plus régulièrement parce que nous avons une contribution à apporter pour le développement de notre pays, pour la paix et la stabilité du Sénégal, pays où nous vivons, et nous saluons la nation guinéenne. Merci. Alors, merci beaucoup, parce que le temps qui nous est imparti est quasiment terminé. Ce message important, adressé notamment à la jeunesse et à l'État. Alors, chers téléspectateurs de ces chaînes importantes, TMTV, la télévision Fulbert Internationale et Folie Média, donc nous avons eu le plaisir et l'honneur de recevoir ces 3 invités très importants. Vous avez ici à ma droite M. Ibrahima Diallo. Il est le chargé des affaires extérieures de l'Azormok, et aussi à côté vous avez M. Mamadou Alpha Ba. Il est le président du mouvement citoyen Wandin, et aussi vous avez à côté M. Mohamed Idrissa Ba. Il est ingénieur et aussi entrepreneur. Merci de nous avoir suivis sur vos chaînes préférées, vos chaînes africaines. Donc merci de rester fidèles. Donc comme vient de le dire, nous aurons encore d'autres occasions pour ouvrir un débat politique, pour parler justement de la Guinée et voire de l'Afrique. Merci de nous avoir suivis. Allez, le programme se poursuit sur vos différentes chaînes